Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur la télévision nationale. L'émission, c'est Club Média 7. Mes décrypteurs de ce dimanche soir, Aziz Adam Soule, rédacteur en chef de Peace FM. Aziz Adam Soule, bonsoir. Bonsoir Lénaïk, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ORTB. Alors, Peace FM, l'une des toutes dernières radios autorisées par la HAC. Absolument. Quelle est votre fréquence et quelle est votre ligne éditoriale? Peace FM, c'est la proximité. Nous sommes au contact des populations au quotidien. On va dans le quotidien, comme je l'ai dit, de ces populations-là. Savoir réellement ce qu'ils vivent et on en fait en tout cas notre pain quotidien. Peace FM, puisque vous le dites, ça fait partie de ces nouvelles radios-là récemment autorisées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. Et Peace FM aujourd'hui dans l'arène médiatique pour qui sont fidèles à nos programmes. Nous sommes sur la 99.3. Et bon, voilà. Pour le reste, j'invite simplement les auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde via nos différents canaux à se connecter à cette fréquence et ils auront le temps de découvrir tout ce qu'il y a de bon sur cette fréquence. Merci Lénaïk. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Francis Lojatade, l'un des meilleurs analystes politiques du moment, toutes les rédactions sur l'arrache. Francis Lojatade, bonsoir. Bonsoir Lénaïk. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. La charpente de l'émission ne change pas. Nous commençons donc avec la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Motion de destitution du maire de Kopargo, Paul Humpé-Aboua, Ignace Worou et ses adjoints passent. Le système partisan mis encore à rude épreuve. Qu'il vous souvienne que le maire de la commune de Kopargo a fait il y a quelques semaines l'objet d'une motion de défiance de la part de son ancien parti FCBE. Une défiance initiée par les conseillers qui n'ont pas rejoint la barque de la rupture comme lui qui a rallié les rangs du bloc républicain entre-temps. Mais force est de constater que les vagues menaçantes de la destitution se sont estompées. Visiblement, Paul Humpé et ses sous-fifres se sont attaqués à plus gros qu'ils ne pouvaient, observe Info Matin. Leur étreinte a tout fait d'être desserrée, laissant le maire Ignace Worou et ses deux adjoints en place et continuant allègrement leurs tâches et leur séjour à la tête de la commune de Kopargo. Le journal se demande si cet épisode rend service à la dynamique de la réforme du système partisan ou s'il constitue un accroc à cette volonté du chef de l'État manifestée dès 2016. Info Matin penche plutôt pour la dernière option au vu des données de la situation, parce qu'il s'agit selon le quotidien des faits qui ne permettent pas l'aboutissement et l'émergence des grandes formations politiques comme socle du mouvement partisan au Bénin. Faut-il retourner au laboratoire pour trouver une meilleure alchimie comme le suggère Info Matin? Sinon, il faut croire que désormais donc, même élu sous la bannière d'une formation politique, on peut franchir les lignes et passer avec armes et bagages vers le camp adverse, sans que rien n'y fît. Gestion rigoureuse des affaires publiques, Bola Tinubu, l'autre talon du Nigeria. Même si comparaison n'est pas forcément raison, on peut voir dans les premiers pas du nouveau chef de l'État du Nigeria de troublants parallélismes avec son homologue réformiste du Bénin. La prise de pouvoir de Bola Tinubu équivaut à la mise en place d'un style de gouvernance qui tranche nettement d'avec la gestion de ses prédécesseurs. Ses premières décisions montrent déjà de la poigne et de la fermeté dans l'action. On l'a en effet vu aussitôt mettre fin aux subventions de l'État faites depuis des décennies en direction du secteur des hydrocarbures. Quand bien même les prix ont grimpé à la pompe et déclenché un tollé au sein d'une partie de l'opinion publique et dans les pays voisins, Bola Tinubu est resté droit dans ses bottes, estimant que ces subventions bénéficient plus à l'économie d'autres pays qu'aux caisses du Nigeria. À 71 ans, cet ancien gouverneur de Lagos hérite d'une situation économique et sécuritaire très dégradée, rappelle Le Monde. De ce que l'on sait du style de gouvernance de Tinubu, il y a peu de chances qu'il fasse dans la sobriété, estime Toundé Adjilei, qui s'est confié au journal Le Monde. On peut au contraire s'attendre à un gouvernement encore plus important et à la création de nouvelles agences étatiques, poursuit-il. En revanche, il est attendu que le nouveau président revienne sur les politiques protectionnistes chères à son prédécesseur. Il s'agira pour le nouveau gouvernement de renflouer les caisses de l'État dont les réserves de change se sont effondrées avec la stagnation des exportations de brut. Le Nigeria n'a pas été capable d'atteindre le quota fixé par l'Organisation
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole depuis un bon moment et des investissements sont nécessaires dans ce secteur, rapporte le journal. Le nouvel homme fort du Nigeria a également tapé dans la fourmilière de la banque centrale de son pays dont il a limogé le gouverneur Godwin Emefiele. Ce dernier, un proche de l'ex-président Muhammadu Buhari, paye sans doute sa dernière réforme sur le Naira qui avait très mal abouti et créé un engorgement de l'une des plus grandes économies du continent africain avec une grave crise de liquidité, estime Info Matin. Le personnage de ce point de vue rappelle l'intrépidité de Patrice Talon qui, contre vents et marées, a mis en place depuis des années à présent un train de réforme dans tous les secteurs de la vie publique au Bénin. Le principe directeur est clair et demeure celui d'assainir l'économie publique afin qu'elle crée des richesses au profit des citoyens. On peut donc s'attendre à un vent de réforme chez le grand voisin de l'Est. Pour le monde, on peut s'attendre à une plus grande activité économique, même si la corruption va sans doute encore augmenter. Une fois encore, absence de consensus à l'Assemblée nationale. Dissensus total, et j'ai envie de dire, actualité qui n'échappe à aucun quotidien, en tout cas pour ceux parvenus à notre rédaction. La plénière, présidée par Louis Vlavonou mardi dernier, a été très houleuse entre les députés de la majorité parlementaire, BR et UP Le Renouveau, et ceux de la minorité parlementaire, les démocrates, relèvent le matinal. Le dossier querellé avant l'adoption est le rapport soumis à la plénière relativement à la clé de répartition proposée. Selon la commission Orden Aladati, le mode opératoire appliqué est celui qui prend en compte la configuration politique de l'Assemblée nationale, UPR 53 députés, Bloc républicain et démocrate 28 députés chacun. Selon le rapport, il se dégage une minorité plurielle au Parlement, soit le BR et les démocrates, rapporte le matinal. La clé de répartition des sièges a été donc proposée suivant ce paramètre, ce qui conduit à ce que Fraternité affiche en manchette des désignations au goût d'inachevé. Les démocrates n'ont pas communiqué les noms de leurs représentants et boycottent l'élection. Le point de désaccord est que le groupe parlementaire Les démocrates se veut être la seule entité de la minorité parlementaire, contrairement aux députés du groupe parlementaire Bloc républicain qui se réclament également de la minorité parlementaire. Ceci pour dire que les députés du groupe Les démocrates considèrent leurs collègues des groupes Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain comme la majorité parlementaire selon le principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité et conformément au rapport initial présenté par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme le 15 mai dernier. Ce rapport de la Commission des lois appelle à des conséquences graves. C'est un jeu qui a été fait, selon Éric Ondete, qui se fait lire dans le matinal. Ensemble, avec son parti, ils envisagent de saisir à nouveau la Cour constitutionnelle selon le quotidien. C'est à cette occasion également que Hervé Herhomer retrouve son siège de député, un siège qu'il avait pourtant laissé à son suppléant Janvier Yawedéou. Déjà éjecté une fois du gouvernement puis réhabilité, l'ancien ministre des Transports trouve que sa seule porte de sortie, c'est sûrement reprendre à son suppléant le siège qu'il avait abandonné au profit du fauteuil ministériel, observe Matin Libre, qui fait ce rappel important. Si une loi votée par la 8e législature lui en donne le droit, l'interprétation faite par la plupart des députés en est tout autre. Résultat, c'est une fin de non-recevoir que le président de l'Assemblée nationale avait transmis à Hervé Herhomer. Il saisit la Cour constitutionnelle qui va le rétablir dans le fauteuil de titulaire. C'est peut-être pourquoi Matin Libre s'interroge sur ce sourire qu'affiche Louis Vlavonou en serrant les mains de Hervé Herhomer. Ne cache-t-il pas un regret de n'avoir pas été suivi par la Cour constitutionnelle dans sa décision? C'est la question du journal. Mais Herhomer s'en fout de toute façon. Pour son retour à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre des Transports n'a pas fait les choses à moitié, constate Matin Libre. Une foule de sympathisants venus de la 24e circonscription électorale étaient sur l'esplanade de l'Assemblée nationale afin d'honorer leur élu. À l'image des démocrates, Hervé Herhomer a aussi eu son 12 février. Mais y avait-il vraiment des raisons de faire tout ce boucan? Pour Matin Libre, Herhomer aurait été célébré s'il avait renoncé de lui-même à son siège de ministre pour siéger au Parlement. Il aurait créé la surprise, donné aux Béninois des raisons de croire qu'il y a encore des gens qui ne s'accrochent pas aux avantages que leur confère leur statut. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le matinal, Assemblée nationale, l'opposition parlementaire à l'épreuve des rapports de force. Le Télégramme, première audience en appel à la Cour spéciale des affaires foncières. Les détenteurs de fausses pièces seront directement conduits à la criette. Le Potentiel, bradage des réserves administratives à Dimé Sud à Abomey. Les bénéficiaires illégaux sommés par la criette de rendre les parts
parcelle, espérant en vain une sanction, tout abômé en deuil. Matin libre, perspective des élections générales de 2026, un nouvel appel à talent, Yahi ne démord pas. De son côté, le groupe parlementaire Les Démocrates dénonce la caporalisation des institutions. La boussole, succession à talent en 2026, Olivier Bokor, une candidature illusionniste. L'indépendant, campagne cotonnière 2023-2024 au Bénin, 30 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs. Le gouvernement sensible aux difficultés des cotonculteurs. L'autre quotidien, recouvrement des créances d'électricité, d'eau et de déchets solides. Les clients de la SBE, SONEB et SGDS désormais au même guichet. Merci à vous, cher Marcel Arossi. À présent, le plat de résistance de cette émission, 7 jours au Bénin. Francis Selo Jatade, c'est l'une des décisions majeures issues du tout dernier Conseil des ministres. Il s'agit de la création actée d'une agence dédiée à la collecte des paiements et des recouvrements des factures de la SBE, de la SONEB, de la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, une société dont les prestations sont juste là gratuites. Dites-nous, à votre avis, quel est le bien fondé de cette décision? Je crois évidemment que comme vous et moi, les citoyens aussi ont eu l'opportunité de constater qu'à l'issue du dernier conclave gouvernemental, il y a eu une mesure salutaire qui a été prise, la création d'une agence dédiée au recouvrement des recettes au niveau de 3 entités majeures que vous avez citées, c'est-à-dire la SBE, la SONEB et la SGDS. Bon, évidemment, c'est vrai que la SGDS offre des prestations, pour le moment, jusque-là, pas facturées. Et j'espère qu'en créant l'agence, toutes les entités doivent pouvoir avoir des factures à jour, puisqu'il s'agit, après les recettes, de reverser aux entités les ressources qui ont été collectées. Évidemment, je crois que c'est un guichet unique à l'analyse, qui permettra de centraliser toutes les opérations de toutes les 3 entités qui sont impliquées. C'est le souci de transparence, en fait, pour avoir à peu près une idée sur la traçabilité des recettes, afin que des actions ultérieures soient engagées dans le sens de la modernisation des équipements de ces entités, mais aussi pour des projets futurs. Je crois que c'est une initiative louable. L'agence, apparemment, peut être une charge, mais quand on voit les bienfaits en ce qui concerne la collecte, parce qu'il y a l'évasion. Vous savez que ce n'est pas facile que les citoyens soient sensibilisés sur le paiement des factures. Je peux dire, ubi et orbi, que la SBE éprouve énormément de difficultés à collecter les recettes. Si bien qu'il y a des coupures, on est obligé d'aller disjoncter le compteur. Or, dans la création, entre autres missions, il s'agit de sensibiliser, la sensibilisation continue, mais aussi de faciliter l'envoi des factures à la bonne adresse, mais aussi de veiller à ce qu'on puisse identifier les zones qui sont supposées censées être des zones rouges, c'est-à-dire là où il y a a priori des fraudes, pour qu'on évite l'évasion et que les recettes soient mobilisées pour des actions ultérieures à engager dans le sens de la bonne marche et de la performance souhaitée au niveau de ces 3 entités. Donc j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme mais aussi de joie. Et je nourris l'espoir que les acteurs qui vont animer cette structure le feront dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Aziz Adam Soulé, cette agence se définit donc comme un guichet unique. Les usagers auront donc un interlocuteur unique désormais pour le paiement de leurs factures. Absolument, c'est un ouf de soulagement dans la mesure où vous savez de par le passé comment ça fonctionnait au sein de ces différentes agences-là. Vous prenez le cas de la SGDS dont a parlé mon aîné Francis Eloja Tadé. Il faut dire que c'est un motif de satisfaction d'abord pour le citoyen que je suis et pour ces milliers de Béninois également qui nous écoutent dans la mesure où
tout, le gouvernement, dans sa vision de faire les choses dans les règles de l'art, a jugé bon installer ce guichet unique-là pour simplement faciliter la tâche à ces paisibles populations-là. C'est un motif de satisfaction, disais-je, parce que, in fine, comme le disait mon aîné, c'est qu'on aura désormais la facilité d'exposer également nos problèmes. Le cas de cette agence-là, qui sera ce carrefour-là aussi de difficultés de ces populations-là, notamment avec ce guichet. Je pense que si, à l'avenir, on peut aussi multiplier, c'est vrai que c'est des coûts pour l'État, mais je pense que pour les autres structures également, ce serait un plus pour le pays. Voilà. Alors, ne voyez-vous pas en filigrane une certaine mauvaise gestion qui serait reprochée à la SBE, à la SONEB, à la SGDS? Si vous permettez, parlant de mauvaise gestion, ce n'est pas... Oui, Francis Solou Atali d'abord, oui. Non, mais on ne va quand même pas faire le procès d'intention. Mais vous savez que le souci du gouvernement et de tout bon gestionnaire, c'est comment est-ce qu'il faut organiser la gestion pour plus d'efficience dans l'atteinte des objectifs assignés aux différentes structures. A priori, je ne peux pas dire qu'il y a la mauvaise gestion, parce que pour en être convaincu, il faut d'abord commanditer en fait un audit. Alors, s'il n'y a pas eu d'audit qui a attesté qu'il y a eu de petits problèmes, encore que depuis un moment, ces structures sont gérées par des acteurs d'une très bonne facture, parce que c'est des experts qui sont appelés, pour nombre d'entre eux de l'extérieur, pour venir aider à une meilleure gestion de nos structures, afin que les structures soient plus rentables. Parce que le critère de rentabilité, je crois, prime sur les options du chef de l'État. Nous devons faire en sorte que nos structures, à travers les dotations qu'on leur donne, puissent être plus performantes, de sorte qu'in fine, nous ayons des résultats probants. Mais aussi que ces structures puissent non seulement couvrir les charges, mais dégager des dividendes, des recettes qui pourront permettre d'alimenter les actions futures. Parce que nous devons irriguer ces sous-là pour pouvoir conduire des projets qui sont logés dans le portefeuille du chef de l'État, du programme d'action du gouvernement. Alors, ceci étant, c'est que les soupçons de mauvaise gestion, non, ce serait hasardeux, il faut porter des gants pour en parler. Cependant, il y avait eu quand même quelques petits problèmes liés à la mauvaise gestion. Mais pour l'heure, en parler, c'est trop posé. Souhaitons qu'à travers cette structure, que ce qui est corrigible soit corrigé et que nous ayons la possibilité de dire que l'agence n'était pas une structure de trop. Aziz Adam Soulé. Oui, il a dit, l'agence n'était pas une structure de trop. Au contraire, cette agence vient faciliter les choses, on l'a dit. Vous parlez tout à l'heure de mauvaise gestion. Je ne crois pas qu'il y ait mauvaise gestion. Une hypothèse, justement. Dans la façon de faire de l'appareil gouvernemental, on l'a toujours su. C'est de façon stratégique que les choses se font. Alors, pour ce cas-ci, il faut dire que le Béninois lambda veut une satisfaction. Et c'est pour l'atteinte de ces objectifs-là que la structure a été créée. Je pense que pour la suite, l'agence va jouer son rôle et en attendant de voir tout simplement, et on pourra juger à l'aune de leur réalisation si ils ont satisfait ou pas. Je pense que c'est le plus important. Mais au-delà, c'est une satisfaction, je l'ai dit, parce que le Béninois aujourd'hui a la facilité d'aller se plaindre ou peut-être qu'il y a une surfacturation, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. C'est des procédures qu'il faut respecter, mais à la fin, vous n'avez pas satisfaction. Mais aujourd'hui, autrement dit, il y a un système aujourd'hui qui permet d'avoir un regard beaucoup plus critique dans la façon de faire. La SGDS, la SBE, la SONEB, ce n'est que justice rendue, je vais dire. Alors, au nombre des missions assignées à cette agence, justement, le Conseil des ministres évoque la sensibilisation des citoyens bénéficiaires des services fournis, le suivi, la relance et le recouvrement effectif des factures et redevances dues. Au fond, qu'est-ce qui va fondamentalement changer ? À mon avis, ce qui va fondamentalement changer, c'est ce sérieux-là et l'appel de ces citoyens-là à aller véritablement régler leurs factures. De par le passé, on a constaté qu'il y a des factures impayées, 2 ou 3, 4 factures. Depuis un certain moment, ce n'est plus le cas. Mais au-delà, ça va permettre aussi de renflouer les caisses de l'État. D'une manière ou d'une autre, il y aura ce suivi-là. Si déjà à 2 ou 3 factures d'impayés,
l'État va prendre ses responsabilités justement à travers cette structure-là. Et je pense que ça fait du bien pour l'économie nationale. Probablement plus de caissiers à la SBE et à la SONEB. Il est annoncé un redéploiement des personnels. Oui, vous savez que les réformes qui sont engagées visent essentiellement à satisfaire les citoyens. Donc le souci, c'est la satisfaction du client. Et vous savez évidemment que vous avez évoqué cette fameuse affaire de mauvaise gestion. Non, c'est les agents qui sont chargés de la distribution des factures ou du contrôle, du relèvement en fait des consommations sur les compteurs qui faisaient de petits jeux. Ils sont un certain nombre à être internés. Bon, ils sont dans les univers carcéraux. Bon, ils vont devoir reprendre de leur forfait. Bon, donc, quitte à dire qu'il y avait mauvaise gestion, non. Il y a des agents indélicats qui ont été épinglés et qui sont remis à la justice et qui doivent répondre de leurs actes. Et à travers cette agence, il n'y a que les réclamations. Il y a souvent des réclamations parce qu'il y a des clients qui contestent leur consommation. Les réclamations se feront de façon plus aisée. Vous avez une plateforme sur laquelle vous irez, vous allez poser votre problème avec l'espoir d'avoir vite une réponse à votre requête. Et il n'y a que désormais, en centralisant les opérations de paiement, de facture de recouvrement et en sensibilisant pour que les acteurs, les clients, en fait, puissent aller payer, c'est qu'on donne plus de chances à maximiser les recettes. Parce qu'il faut maximiser, en fait, la capacité de recouvrement pour avoir une idée claire sur les recettes globales de ces trois structures. Et quatrièmement, c'est que le gouvernement désormais peut savoir de façon précise qu'est-ce qui rentre. Et par rapport à ça, planifier ce qui peut sortir. Et enfin, c'est que l'intérêt de cette agence, c'est aussi bien pour les acteurs qui sont à la SBE qui auront moins de soucis. Parce que ce n'est pas facile de recouvrer, parce que c'est une structure qui est dédiée au recouvrement. Certainement, ce n'est pas une structure en fait, qui gère comme les fonctions, les actions, les sociétés publiques. Il faut des acteurs privés qui ont le souci des résultats. C'est une gestion axée sur des résultats parce qu'ils auront une feuille de route. Vous savez, le mode opérateur chef de l'État. S'ils ne sont pas capables de produire des résultats, c'est sûr qu'ils vont devoir en répondre. Il y a des structures qui ont été créées, qui ont disparu au profit de la NPE. Vous avez vu qu'il y avait un inspecteur qu'on a mis à la tête d'une structure qui devait co-gérer cette affaire de AME. Bon, par la suite, je ne veux pas dire plus. Permettez-moi, c'est ça qu'on appelle les boîtes noires. Donc, je ne veux pas ouvrir cette Alors, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Qu'est-ce qu'il faut pour un véritable changement de paradigme? Non, la sensibilisation. Et je crois que dans le portefeuille de cette agence, il y a la sensibilisation continue. Il y a que la fraude, c'est un sport national, vous savez, mais depuis un moment, on sait que les fraudeurs n'ont plus trop de chance parce qu'il y a des structures de veille qui font le contrôle et qui épinglent ceux qui veulent en fait distraire les fonds publics. Bon, il y a aussi que ce qui change fondamentalement, c'est les mentalités. Parce que nous n'avions pas l'habitude de créer des agences. Nous avions l'habitude de créer des entreprises et sociétés. Mais les agences ont un autre mode de fonctionnement. Et ces agences sont liées directement à une structure qui est au palais, qui fait le suivi. Donc il y a une matrice qui fait le suivi quotidien de ce qui se passe au niveau des agences. Ça permet d'éviter les cas d'évasion. Or, le souci bien, c'est faire en sorte qu'on puisse centraliser les fonds, qu'on recouvre les recettes et qu'on les mette à disposition et que l'État ait une idée claire et que les indélicats qui arrivaient à distraire les fonds publics ne puissent plus continuer à prospérer dans le système. Ça va faire moins de travail pour les entités là qui sont indexées, qui sont impliquées dans la réforme. Bon, mais ça permet plus d'efficacité parce qu'après tout, le résultat, in fine, c'est comment produire les recettes. Parce que chaque société ou entreprise doit produire des recettes, doit produire des résultats. Et c'est sur la base de ces résultats qu'on mesure l'efficacité du travail qui a été fait au niveau du personnel. Donc, je crois que le souci en créant l'agence, c'est combler le gap et avoir une idée claire sur les recettes que nous pouvons mobiliser. Une mobilisation continue des recettes basées sur la sensibilisation continue des clients, mais aussi identifier les poches rouges, c'est-à-dire il y a des zones, par exemple, dans lesquelles on sait que les gens sont
spécialistes de la fraude. Je ne veux nommer aucune zone. Et ils vont faire la cartographie et selon qu'il faut peut-être développer d'autres stratégies à ce niveau pour éduquer les citoyens au bon comportement civique. On vous aura compris sur la question. 30 secondes pour finir avec le sujet. Oui, 30 secondes. Il va falloir aussi être beaucoup plus incisif dans les agents, sur les agents plutôt qui vont descendre sur le terrain. C'est vrai qu'il y a déjà tout un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de l'ouverture de ce guichet unique-là. On ne peut que souhaiter tout simplement bon vent à ce guichet et que des plaintes, surtout venant des populations, soient réduites et surtout que des cas aussi de surfacturation, comme on aurait pu le constater de par le passé, que ces populations-là aient la facilité d'aller réclamer librement et avoir gain de cause. C'est très important. Nous restons avec vous, chers débatteurs, pour scruter l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu. Il aura été des décennies durant l'un des opposants les plus historiques au régime de Paul Biya. John Fundi a tiré sa révérence ce 12 juin, fondateur et dirigeant du parti d'opposition Front social-démocrate. Il a été candidat face à Paul Biya aux élections présidentielles de 92, 2004 et 2011. C'est vrai que nous présentons déjà toutes nos condoléances à la famille éplorée et à sa famille politique. Vous l'avez dit, ce politique qui n'est plus à présenter, un homme hors pair. On sait combien il a été un ardent opposant au régime Paul Biya, vous l'avez dit. Ce que je retiens de l'homme durant son parcours, personnellement, c'est son combat et ses idéaux qu'il aura pu développer, les marques qu'il aura imprimées à son parti. Quand vous parlez de Fundi, c'est quelqu'un qui, dans sa fougue et dans ses démarches et dans la façon dont il défendait des causes, peut-être qu'il aurait pu être au pouvoir et qu'aujourd'hui, Paul Biya n'aurait pas fait 40 ans à la tête de cet État, il aurait fait un certain nombre de mandats et lui passer le témoin. Mais comme on le dit, le pouvoir appartient à Dieu, mais le politique et l'homme aussi en fait par moment et selon les lois de la nature. D'autres réalités aussi entrent en ligne de compte. On va tout simplement dire bon courage à cette famille politique-là et ce qu'il aura légué comme héritage, qui puisse continuer parce qu'il ne faut pas faire de l'opposition pour l'opposition, faire de l'opposition mais surtout défendre un idéal, c'est le plus important. Alors, 3 décennies d'opposition, de combat politique, d'occasions manquées également. Il s'est été en 82 ans, il n'a jamais été député, il n'a pas pu être président de la République. Il aura eu le mérite d'avoir quand même essayé contre Paul Biya, dont le régime s'est établi depuis 82, 41 ans de pouvoir. Paul Biya qui doit avoir actuellement 90 ans. Oui. 90 ans, mais il a encore il a encore l'espoir de remplir. Il n'a pas dit ouvertement, mais toutes les fois que la question lui a été posée, il a essayé d'esquiver. Vous avez suivi à la dernière tournée avec le président Macron. Il a fait semblant de ne pas entendre. On ne lui a rappelé pas 2 ou 3 fois. Donc c'est la preuve évidemment que les acteurs politiques africains sont d'une autre race. Et il faut prier pour que nous puissions avoir une opposition digne du nom pour enraciner progressivement la démocratie. Je crois que la lutte de John Fundi a été une lutte salutaire. Il allait, je crois, 3 fois au présidentiel contre Paul Biya. Il a toujours été 2e. Mais en 2018, il était fatigué parce qu'affaibli par la maladie, il a demandé à son vice-président d'aller compétir. Bon, par la suite, je crois que c'est Kanto Maurice qui a fini par se positionner. La suite, Kanto, bon, il est interné quelque part. Mais écoutez, c'est difficile de faire de l'opposition en Afrique. C'est difficile. Vous avez vu, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, bon, c'est pas aisé. Parce que dans l'opposition, il n'y a rien du tout. Et il faut avoir des convictions fortes pour faire cette marche. C'est la traversée du désert. Mais il a tenu des décennies durant. Ça, il faut le reconnaître, c'est l'endurance, mais aussi une clairvoyance et une vision. Vous savez que c'était un vendeur de fruits et légumes qui par la suite est devenu libraire. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, c'est un sac à dos, mais qui a bâti une grande notoriété. Une fois investi en politique, il portait quand même un idéal que le peuple partageait.
mais il s'est trouvé en face un acteur politique d'une race particulière. Vous savez les conditions dans lesquelles il a accédé, Paul Biya a accédé au pouvoir, et puis la suite. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que l'héritage politique de John Frondi ne semble pas être préparé à assurer la relève. Déjà, au sein de son parti, il était soupçonné de malversations, quelques scandales, parce que quand on a introduit cette affaire de financement public, les partis politiques, mais il a profité pour s'enrichir. Vous avez vu qu'aux dernières élections, en fait, il a eu 5, alors que précédemment, il en avait 18. Bon, on dit qu'il y a eu de petits problèmes. S'il n'est pas accepté au sein de son parti, s'il y a des divisions qui sont nées avant son décès, vous comprenez bien que la gestion du parti sera difficile pour les actions qui vont devoir se mettre en place ultérieurement. Il se fait évidemment que le parti de Paul Biya, qui a célébré tout récemment ses 40 ans, je crois. Mais il a commencé par le parti de Paul Biya. Oui. Au début des années 80. Du RDPC. Mais oui, avant donc, à la fin des années 90, avec l'option du libéralisme et du multipartisme, la création de son parti, parce qu'il estimait que le creuset qu'il a porté, ce creuset ne partageait pas les options fortes qu'il tenait pour le pays. Malheureusement, il n'a jamais eu la chance d'accéder aux fonctions d'État pour implémenter sa vision et aider les Camerounais à avoir une autre façon d'apprécier la vie politique. L'alternance est souhaitée. Les présidents qui passent sur longévité au pouvoir, c'est vrai que c'est exemplaire, mais parfois c'est préjudiciable à une certaine classe, notamment à la jeunesse. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu que sur les réseaux sociaux, on a fait passer des choses où, comme on a l'impression que c'est la gérontocratie qui gère l'État là-bas et que la jeunesse, elle l'appendice. Or, c'est la jeunesse qui doit assurer la relève. Nous devons travailler à ce qu'il y ait une rotation du personnel politique dans nos États africains pour qu'on s'assure que la vieillesse tend la main à la jeunesse. La vie, c'est une course de relais. Il faut que les aînés aient l'amabilité de passer le bâton aux plus jeunes pour qu'ils fassent leurs preuves avant que les aînés ne puissent accéder à leur dimension, au monde astral. Donc, prions pour que l'Afrique... John Frondi, c'est un homme de conviction, on s'en souvient, il a boycotté les législatives de 92 et la présidentielle de 97. Il est issu de la région anglophone du pays. On retient de lui le fameux mot d'ordre « Biya must go ». Paul Biya doit partir. Mais malheureusement, Paul Biya n'est jamais parti jusqu'à présent. Comme pour dire quoi, on n'a que des hommes forts sur des États aussi forts. Je pense que le combat n'a pas été vain. Il aura été un opposant téméraire qui aura marqué son histoire. Mais au-delà de ce que Eloge Attadé disait tout à l'heure, je pense que c'est au parti qu'il a laissé, je ne veux pas dire en rade, de se reconstruire et de développer autrement ces idéaux-là. Et surtout, parce qu'un parti qui veut vivre, le premier objectif, c'est la conquête du pouvoir. Mais avant d'obtenir le pouvoir, il va falloir travailler, consolider les acquis, réajuster des choses pour pouvoir gagner, avoir gain de cause. Mais avant de gagner gain de cause aussi, c'est que dès la base, il faut un travail de fourmi. Je pense que son parti qu'il a laissé, après les hommages, il va falloir qu'il revoie autrement la chose parce que l'homme qui est à la tête de cet État, je ne veux pas dire qu'il risque de se pérenniser au pouvoir, mais s'il n'y a pas une jeunesse forte, s'il n'y a pas un parti de conviction et vraiment engagé, ce sera difficile de lui arracher le pouvoir. John Frondi a enchaîné les échecs électoraux. Il laisse derrière lui des chantiers politiques inachevés, comme la création de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui aurait permis d'organiser des élections transparentes et plus crédibles. Selon l'angle d'analyse, ce n'est pas des échecs. Et il a accumulé de l'expérience. Il a peut-être vu une autre façon de ne pas accéder au pouvoir. Mais il n'est pas laissé longtemps pour expérimenter l'autre façon qui lui permettrait d'accéder au pouvoir. Donc, j'estime qu'il a vécu une expérience particulière. Il a des souhaits pour son pays. Il n'a pas pu les voir s'accomplir. Mais il faut travailler à ce que la relève, en fait, son parti, puisse poursuivre le combat là où il a laissé. Parce que c'est ça qui va permettre au Cameroun de ne pas tomber dans l'univers des monarchies constitutionnelles.
nous devons travailler à ce qu'on puisse promouvoir l'alternance. Vous savez qu'en démocratie, c'est l'organisation régulière des élections, certes, mais aussi l'alternance, qui sont les mamelles nourricières des démocraties. Il faut faire en sorte que nous puissions aller aux élections et qu'on provoque l'alternance pour que d'autres acteurs viennent porter évidemment leurs idées et qu'ils expérimentent leur façon de voir les choses afin que le peuple apprécie. Vous savez que s'il n'y avait pas d'alternance au Bénin, on n'aurait jamais connu Patrice Talon et on n'aurait jamais vu ce que nous sommes en train de voir. Donc l'alternance est souhaitée, il faut la promouvoir. Et John Frondi n'a pas échoué. John Frondi a essayé par de multiples façons d'accéder au pouvoir. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais il a fait des expériences qui peuvent servir, qui peut être un vivier, en fait, un breviaire pour la jeunesse. Parce qu'en face, vous savez que Paul Biya a été fabriqué de toutes pièces par son mentor et il a eu un legs. Le legs, c'est les acteurs politiques qui étaient avec le premier président, mais qui ont fait un virement à 180 degrés, qui sont restés avec lui, qui ont même abandonné leur vrai mentor. Ceci étant, c'est que le Cameroun a besoin d'acteurs neufs et que Frondi, d'où est-ce qu'il est, de la tribune où il sera, qu'il puisse continuer à inspirer les membres de son parti, les jeunes acteurs politiques camerounais, pour que le Cameroun puisse s'inscrire dans la dynamique démocratique. Et parce que nous reprochons à beaucoup de pays africains, tels que le Togo, tels que le Tchad, de s'écarter plus ou moins de la dynamique qui est en cours. Et le Sénégal qui est en train de bégayer, historiquement parlant. Faisons en sorte que les démocraties africaines soient des modèles et que les autres pays occidentaux ne soient pas obligés chaque fois de nous enseigner ce que c'est que la démocratie. Les Africains sont matures et nous avons des dynamiques qui sont en cours qu'il faut encourager. C'est en cela que je trouve que Frondi est parti, mais le parti reste. Il faut aller à des réformes de fond pour que le parti puisse se repositionner pour aller à des compétitions qui permettront de célébrer les idées qui ont été portées par John Frondi. Merci à vous, Francis Royatade. Je reste avec vous, toujours à l'international. L'Italie a pleuré cette semaine la mort de son ancien président du Conseil des ministres, le célébrissime Silvio Berlusconi, ancien patron du Milan AC. Il a su construire également un empire médiatique impressionnant. C'est un homme d'influence et de réseau. Oui, mais c'est le précurseur du populisme contemporain. Vous savez que c'est un maillard des médias, il a touché à tout, il a touché à l'assurance, il a touché au football, en fait, bilan assez, et je crois qu'il a laissé un patrimoine. C'est un acteur politique d'une autre facette. C'est une vie vécue, entre guillemets, si vous me permettez ce pléonasme. Il n'a pas cherché à ennoblir l'image, il a laissé son naturel s'exprimer. On a vu que c'est l'homme des scandales, l'homme des frasques. Bon, en fait, la boîte noire, on va pas l'ouvrir. Okay. Mais il est un acteur politique majeur parce que vous savez que par 3 fois, il a géré évidemment la présidence du Conseil des ministres. Et il a eu une parenthèse en 2011, il a eu une parenthèse, ça fait 8 ans, et il a rebondi en 2019. Il est même devenu député européen. Bon, en fait, c'est un acteur politique qui a marqué son temps, qui portait un idéal et qui a inspiré, qu'on le veuille ou non, parce que vous savez évidemment que ses relations avec le président Poutine, il ne les cache pas. Donc, c'est un homme d'audace et qui dit ce qu'il pense. Je ne veux pas parler de Bunga Bunga, mais vous savez que on va y revenir. Alors, Aziz Adam Soulé, le cavalier, comme il aimait se faire appeler, il était également surnommé l'immortel en raison de sa longévité politique. C'est un vrai phénix politique. Il aura été une figure emblématique et majeure de la vie politique italienne de ces 30 dernières années. Bien sûr. Non, en tout cas, que beaucoup de personnes qui aiment l'actualité en Italie ne vont pas oublier de sitôt. C'est quelqu'un qui aura marqué ce pays-là. Ce que moi je retiens de ce monsieur, c'est 2 choses importantes pour moi. C'est son courage et sa témérité. Un monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, Francis, qui ne cache pas ses mots. On sait comment ça s'est passé avec le cas Poutine jusqu'à son dernier jour. Un monsieur qui, dans sa façon de voir les choses, n'a pas de retenue, mais un opérateur, on peut le dire aussi, qui a bâti son empire dans beaucoup de choses. Je ne veux pas évoquer ces scandales-là dont on fait table rase ici, mais au finish, c'est ce que l'homme aura laissé comme patrimoine
patrimoine qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il aura laissé comme idéologie surtout? Comme héritage. Comme héritage, c'est dit que Silvio Berlusconi, quand vous regardez de la façon dont il a démarré la politique, président du Conseil des ministres et tout ce qu'il a eu à avoir comme combat, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, quand on enlève le côté négatif, à quelqu'un qu'il faut pouvoir ressembler. Simplement, j'ai envie de dire que c'est un modèle pour la jeunesse, c'est un modèle pour également ces politiques-là de ce pays et même dans d'autres pays. Tout simplement, on va demander que certaines de ces actions fassent école parce qu'un Silvio Berlusconi, on l'a au Bénin comme un Patrice Talon. Patrice Talon seulement, lui, n'est pas impliqué dans des scandales. Mais pour ce qui concerne le développement, vous vous imaginez un monsieur qui a plusieurs réalisation à son actif, on aurait pu lui demander tout ce qu'il a établi comme bien. Si, en fonction de vos biens, on devait vous rajouter votre durée de vie, je pense qu'il serait encore en vie maintenant. Un Maya, un potentat, mais Silvio Berlusconi, vous l'avez évoqué, c'est aussi les démêlés judiciaires, ce sont les phrases sexuelles, ce sont ces fameuses soirées bunga bunga. On a encore en mémoire l'affaire Ruby, du nom de cette jeune fille alors mineure, avec qui il a entretenu des relations sexuelles en échange d'argent. Oui, j'ai dit que c'est une vie vécue. Et puis, c'est aussi ça le personnage. Oui, c'est ça. Et puis, il n'a jamais cherché à ennoblir son image. On s'attend à ce qu'il se prenne comme un politicien sérieux, mais il laisse transparaître son naturel. En fait, c'est du Silvio Berlusconi, ça, en fait. Il n'a pas cherché à paraître. Il a cherché à être. Et il est. Donc, peu importe tout ce que les gens diront de son comportement, de ses frasques, de ses scandales. Et puis, beaucoup de scandales, mais il n'a jamais été condamné. Bien sûr. Bon, donc il est très atypique. Et c'est en cela que j'aime le personnage. Il est très intelligent aussi. Vous voyez, il a touché à plusieurs secteurs. Il a bâti d'abord à partir de l'immobilier, vous avez vu. Donc, il a bâti plusieurs empires. Donc, c'est un modèle médias, assurance, banque. Partout. Donc, c'est un modèle de réussite. Je crois qu'il vaut mieux faire le deuil de la boîte noire. Alors, quel héritage laisse-t-il, à votre avis? C'est un acteur politique franc, sincère. Le premier héritage, c'est que dans la politique, il faut être sincère, il faut être franc, il faut s'assumer. Il s'assume. Deuxième héritage, c'est que c'est l'endurance. Très endurant. Vous savez qu'il a été... c'est un homme... je ne sais pas comment on dit là. Il est très adulé par une certaine frange. Il est aimé, même jusqu'à l'adoration, mais il est vilipendé, détesté, jusqu'à la diabolisation. Donc, selon les classes. Et puis, c'est l'homme des réseaux aussi. Donc, il faut dire qu'il maîtrise l'Italie, il maîtrise les réseaux. Je ne dirai pas plus. Suivez mon regard. Je vous voyais sourire. Oui, c'est l'homme des réseaux, c'est l'homme aussi de la conviction, parce que vous le voyez ou non, aujourd'hui en Italie, vous avez parlé de l'AC Milan, l'AC Milan qui reste quand même ce club-là incontestable. Il a laissé un grand héritage, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de gérer un club pendant tout ce temps-là. Je pense qu'au-delà... il faut tout simplement faire le deuil de Silvio Berlusconi et garder ce qu'il aura laissé de positif. Et c'est très important. Ok, bouclons à présent la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Je reviens à vous, mon cher Aziz Adam Soulé. Oui. L'actualité sur la toile cette semaine, c'est cette candidate au BPC qui a accouché en pleine composition au centre des armées, la Grande Académie d'Abo Mikalavi. Oui. C'était au cours de l'épreuve d'SVT. Alors, elle a quand même pu poursuivre normalement les compositions après l'accouchement. Absolument. Et déjà, on va dire félicitations déjà à cette candidate-là, même si les résultats ne sont pas encore tombés, mais c'est assez osé de sa part, assez osé quand on voit les conditions dans lesquelles la parturiente a accouché. On sait que ce n'est pas toute candidate qui va d'abord accepter aller accoucher et revenir poursuivre la composition. Déjà, c'est déjà un coup de chapeau à tirer à cette candidate. Maintenant, les conditions également dans lesquelles cette parturiente-là a pu faire venir le bébé avec l'aide également du chef centre et tout cet ensemble, en tout cas de personnes qui ont mis un peu des leurs pour que ce bébé naisse,
c'est assez humain. Je pense que c'est un fait inédit, mais ce que moi je sais, si réellement Dieu a voulu qu'elle accouche le jour de l'examen, qu'elle aille dormir, le succès sera au rendez-vous. Alors, elle a accouché d'un garçon. Il faut saluer la promptitude de l'infirmière du centre, qui est une sage-femme. La bonne nouvelle est qu'elle a composé jusqu'à la fin de l'examen. Elle est âgée de 20 ans. Elle serait élève dans un CEG d'Abon et Calavi, candidate officielle. Oui, selon les informations que sont parvenues, c'est que c'est à 20 minutes de la fin de la composition de SVT, curieusement en séance de la vie de la Terre. Au cours de cette composition, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire imparti pour la composition de l'épreuve, elle n'a pas senti des contractions. Et puis, bon, je crois que les surveillants ont fait le nécessaire. Elle a été conduite chez l'agent de santé qui était là, Madame Firmine Nouagovi, je crois. Je profite d'abord pour la féliciter parce qu'il est arrivé ici et qu'on a vu un drame. Bon, en fait, on peut, à l'occasion de l'accouchement, le pire peut arriver. Ouais. Donc, il faut quand même lui envoyer une ligne de félicitations. Elle mérite une distinction parce qu'elle a réussi à aider la parturiente à accoucher. Et puis, on a eu l'enfant et la parturiente, en fait, la fille de 20 ans a composé à partir de 15 heures pour le PCT. Et puis, elle a fini avec les mathématiques le mercredi. Donc, je crois que ça peut arriver. Je sais que ce n'est pas facile. En général, les agents de santé que l'on réquisitionne à l'occasion des compositions, la clientèle qui va là-bas, c'est souvent un peu de pâlure, un peu de maux de tête. Il est rare qu'on retrouve des femmes enceintes, des élèves enceintes qui aient accouché. Donc ça, c'est une première et c'est à la Grande Académie. C'est aussi quand même le nom assez évocateur. Je ne parle pas de la publicité. Maintenant, c'est que vous savez que les conditions dans lesquelles elle a été conduite, vous savez qu'il y a eu une médiation entre le chef centre, le DDEPS, le ministre lui-même. Donc, il y a eu des interventions et les parents qui ont pris l'engagement aussi. Sinon que... Elle ne voulait surtout pas composer pour la session de remplacement. Mais oui, si. Et puis, elle a pris l'engagement et ses parents aussi ont signé, ont pris l'engagement et elle a pu continuer la suite. Et avec l'approbation du DDEPS, et du ministre et de la chef centre. Je crois que dans l'ensemble, il faut dire que les acteurs ont accompagné, ont joué leur rôle et en cela, il faut féliciter tous ceux qui ont été impliqués dans cette activité-là et qui ont permis non seulement à la fille de bien accoucher, mais aussi de poursuivre la composition dans de très bonnes conditions. Donc, prions pour que le jeune garçon qui est apparu puisse apporter la chance et qu'elle puisse célébrer par 2 fois le succès. Voilà. Le succès d'avoir eu un garçon et le succès d'avoir obtenu son PPC aussi. Nous espérons donc la réussite de cette candidate à cet examen. L'enfant pourrait s'appeler BPC. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Francis Elojatade, analyste politique. Merci de votre disponibilité toujours renouvelée. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Aziz Adam Soule, rédacteur en chef de Peace FM. Merci, chers confrères. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.